Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre grand forum jusque 18h, ravi de vous retrouver comme chaque jour sur France Maghreb 2 de 16h à 18h pour décortiquer l'actualité. Les débats sont ouverts avec vous chers amis auditeurs au 01 40 33 9000. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, voici le programme de ce mardi 15 mars déjà. On va revenir sur l'émission d'hier soir. Il y avait effectivement une émission avec 8 candidats. Une émission qui fait polémique, justement. 4 candidats ont été oubliés. On parlera peut-être de cette émission. Est-ce qu'elle vous a plu ? Est-ce qu'elle vous a choqué ? On en reparlera évidemment. Et puis, l'annonce faite par Jean Castex ce week-end, la ristourne de 15 centimes sur le litre de gasoil à partir du 1er avril. Est-ce une mesure électoraliste ? On se posera la question et on en reparlera évidemment, sans oublier le zapping. Et nous accueillerons aussi Nadia qui fait partie de Urgence Afghane. Elle nous révélera cette affaire de 2 Afghanes qui ont été refoulées d'une exposition qui se tenait à la mairie du 10e arrondissement de Paris. Pourquoi ? Parce qu'elles portaient le voile, tout simplement. Bienvenue à vous pour le Grand Forum. C'est parti jusque 18h en ce mardi 15 mars. Vous avez bien choisi la bonne radio, la bonne émission. France Maghreb de le LGF. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Avec une équipe pas tout à fait au complet. Pour l'heure, il est avec nous, président de France Fraternité, Monsieur Pierre-Henri. Comment ça va ? Bonjour. Bonjour Pierre, hop, t'es là ? Voilà. Oui, Voilà. je suis là. Tu es là, accompagné. Et bien là. Et du directeur commercial, Monsieur Ali. Salut mon Ali. Bonjour à toi Christophe. Et bonjour aux auditeurs et auditrices. Il y a un débat qui me plaît d'avance, je vous le dis direct sur le gasoil là, parce que vous avez entamé le débat la semaine dernière. Je me suis renseigné pour le coup. Ali avait raison, Pierre. Non, comment ça, non ? Mais tu vas non, pas commencer avec ta mauvaise foi. C'est toi qui as tort, mon vieux. Il a tort. Mais non, mais tu commences très fort. Mais que veux-tu Non. Mais non, mais on en parlera tout à l'heure. Ne t'énerve pas, c'est pas bon pour ton grand âge. On y va, c'est parti pour le quiz. Quand même, on va pas abîmer le petit cœur de Pierre-Henri quand même, hein ? Bon, allez. Il est arrivé le père... Quoi ? Tarak ? Il n'est pas encore là. Alors on y va, ça va jouer entre vous deux. Première question. Je cherche un livre, messieurs, de Françoise Sagan, sorti en 1954. François Sagan, 1954. Oui. Google va lui dire. Ouais, cherche pas sur Google, Pierre, arrête. On n'est pas sur BFM ici. Ah bon, parce qu'on cherche... Bah oui. Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse. Non, mais je l'ai même pas. Bon. Ah bah non, je demande à Ali de vérifier. Est-ce que j'ai Bonjour Tristesse là-dessus ? Ali ? Bon. Non, il n'y a rien. Ah bah D'accord. voilà. Bonjour Tristesse, effectivement, c'est le livre de François Sagan, sorti en 1954. Premier bon point de Pierre-Henri. Deuxième question. Quel candidat s'est pris un œuf sur le crâne ? Zemmour. Oh, alors là, réponse collégiale. Pour le coup. Zemmour, c'était à Moissac. Voilà. Alors pour la petite histoire, l'homme qui a fait ce geste suite à des propos sur les enfants handicapés de Zemmour, il a été en garde à vue et Zemmour a discuté avec lui. Il portera pas plainte. Bon, un petit joli coup politique là pour le coup, non ? De Zemmour là. Non ? Vous en pensez quoi ? Qu'il aurait dû s'en prendre un second. Mais non, pas de violence, voyons Pierre. Oh bah non. Bah arrête. Oh bah non, parce que lui ne diffuse pas la violence dans tous ses propos, bien entendu. Non, très sincèrement, je vais pas encourager la violence sur les candidats à la présidentielle. Mais cela étant, c'est un non-événement. Bon, voilà, il y en a d'autres qui se font enfariner. Bon, lui, il s'est pris un œuf. Bon, voilà. Très bien. On passe à autre chose. Alors ça nous fait 2-1, puisque j'accorde le point aussi à Ali, obligé, réponse collégiale. Troisième question, quel quotidien d'information gratuit est diffusé pour la première fois à Paris en 2002 ? 20 minutes, bonne réponse de Pierre-Henri, bravo. Tu es un adepte de 20 minutes ?
Bah, ça m'arrive de le lire. Ouais. Quand je prends le métro. Ali? Non. Non, pas du Non, tout. très bien. Ça Parce nous qu'il fait est 3. diffusé gratuitement à la porte des métros. Oui, c'est ça. Ça. Tu veux pas payer. Tu vois, mais non, mais moi je suis un vrai Parisien. Parce qu'il lui prend le métro, ouais, il a de la Ouais, chance. il prend le métro, monsieur. Il a de la chance. Ouais, c'est Ouais. ça. Quatrième question. Quel candidat a annoncé donner une conférence de presse pour annoncer son programme jeudi? Eh bien, Mélenchon. Non, Non. Macron. Macron est une bonne réponse. 4-1. Oui, 4-1. Oh, vous êtes où 4-1, bonne réponse. Attention, cinquième question. Quelle loi a été promulguée en 2004? 2004. Mais il y en a plein de Non, lois. non, mais une loi qui est très importante et qui avait fait beaucoup de bruit. Sur l'éducation. C'est pas sur l'éducation. C'est Santé, alcool, non Non, non. Parce que sur le. C'est en rapport avec l'école. Les voiles. Voilà, la loi bon, sur- voilà. Allez, c'est bon pour Pierre. C'était la loi concernant les signes religieux à l'école. Ouais, c'est Voilà. ça, ouais. Sixième question. Florian Philippot, Ouais. qui, vous le savez, a A renoncé... rejoint les- Dupont-Aignan. NDA, ouais. Ouais, c'est incroyable, j'ai même plus besoin de poser Ah les oui. questions. Florent Philippot, donc, qui a renoncé évidemment à sa candidature, a annoncé son ralliement à Nicolas Dupont-Aignan. Bon, C'est bien ça. Septième question. ouais, 6-1. Je cherche une actrice américaine née en 1975. Elle a joué... Jeunette. Non, elle a joué dans Desperate Ah, si, elle est Housewives. jeunette. Et elle est l'ancienne épouse d'un... Eva Longoria, Oui, Eva Longoria, l'ex-épouse de Tony Parker. Tony Parker. Ah oui, dans le People, Ali est premier, hein, ça se voit. Il est bon, il est bon. Très bien. Deuxième point. Dernière question, tiens. Dans quel pays des millions de personnes sont de nouveau confinées? La Chine. La Chine. Absolument, à la Shenzhen. suite d'un nouveau rebond du Covid-19, le taux le plus élevé, nous dit-on, depuis 2 ans de pandémie. La Chine, où des millions de personnes donc sont de nouveau confinées. Est-ce que ça présage un retour de cette saloperie chez nous? Je ne sais pas. Le 25 avril, non, c'est ça? Ah oui, pourquoi pas. Le 25 avril, effectivement. Victoire incontestable de notre ami Victoire. Pierre-Henri, évidemment. Ah ben, tant pis pour lui. Hein. Bon, alors comment c'était? Balance ton poste, mon Pierre, on t'a vu. Hein. On Eh t'a ben vu. oui, on m'a vu. On m'a Ouais. vu. Ben, comment c'était? C'était une émission animée par Karim Zeribi, qui est Que je sans salue. doute l'animateur le plus sérieux de la bande des trois. Je parle de Nolo et Hanouna. Et puis pour le reste, l'émission était extrêmement cadrée, avec une question grave dont on devait discuter et répondre avec une certaine légèreté sur une chaîne de divertissement. Est-ce que nous allons vers la Troisième Guerre mondiale? Ouais. Voilà. Ali, Bon. t'as regardé ou pas? Non, pas du tout, mais Non. peut-être je vais regarder. Ah oui, non, il faut regarder Pierre. Regardez, Bon, il a oui, je pas regarde. parlé beaucoup, mais il était là, quoi. Voilà. Ah bah non, j'ai dû attendre un certain temps parce Oui. que tout ça était, pour le coup, alors vraiment extrêmement cadré. Et la question et les prises de parole étaient distribuées de manière très, très étudiée et très travaillée. Voilà. Il voulait manifestement faire une émission sur la question ukrainienne qui ne déborde pas. Ouais, ouais. Voilà. Bon, Mais bon, c'est une émission parmi d'autres. Je dis très clairement, je ne serais pas allé sur Balance on ton poste. poste si ça avait été animé par Hanouna ou Nolo. Ah oui. Oui, très Bon. clairement. Hanouna qui va faire une émission cette semaine face à Baba, il reçoit Marine Le Pen. Voilà. Oui, bah une fois de plus, c'est lui qui a fait la promotion de Zemmour, qui a fait la promotion de... Bon, on peut pas l'accuser lui Mais d'avoir fait la si, promotion, mais si, il est pas le mais seul. Hein. Mais si, bah pas le seul, mais il y a bien contribué. Bon, ça a été le premier à l'interviewer voilà, dans une émission politique, c'est tout. Ouais, voilà. ouais, ouais. Bon. C'est un choix. Oui, c'est un choix, bien sûr. Mais tiens, bonne question, on peut en parler. Est-ce que pour vous, les émissions politiques d'antan, hein, puisqu'on se souvient qu'il y avait vraiment des émissions bien cadrées et politiques animées la plupart du temps par des journalistes, est-ce que les politiques font bien d'aller dans des émissions de divertissement? Est-ce que c'est une bonne chose, Ali? Sincèrement, non. Moi, je pense qu'il faut quand même séparer les choses.
quand on va dans une émission de divertissement, par définition, c'est pour, à la limite, se divertir. Mais faire des émissions avec des sujets, comme le disait auparavant Pierre-Henri, sur la Troisième Guerre mondiale, sur des émissions où, à la limite, on est là un peu pour se divertir. Je pense que... C'est pour toucher à un public différent, nous dit-on. Je ne sais pas si tu vas véritablement toucher, parce que tu fais ce qu'on appelle de l'écrémage. Est-ce que c'est très sérieux? Tu vois, il te dit que tout est cadré et tout ça. Est-ce que les gens sont compétents pour pouvoir mener un débat? Parce que ce qui est important, c'est la notion de débat, de disputation, plutôt que d'assister simplement à des gens qui ont des avis sur tout, et qui ont surtout, soi-disant, des avis. Donc, je ne sais pas si c'est véritablement intéressant. Je ne sais pas si c'est un impact, tu sais. Je crois que c'est un impact simplement éphémère. C'est vraiment de l'entertainment, du loisir, pardon. Et moi, sincèrement, je ne suis pas forcément un adepte de ce genre de Ouais, toi, tu préférais les émissions à l'ancienne avec Anne Sinclair Oui, des émissions où on a de vrais débats, de la disputation, on discute. Après, je n'interdis pas à un politique de venir à ce genre d'émission, mais quand il va venir à ce genre d'émission, on va plutôt avoir un côté plutôt divertir que parler sur des sujets aussi importants que, par exemple, se dirige-t-on vers la Troisième Guerre mondiale? C'est comme des sujets, c'est pas des sujets rigolos quand même. Hein. Pierre-Henri, est-ce que c'est bien justement d'ouvrir les émissions de divertissement, voire animées par des animateurs, donc, qui ne sont pas journalistes? Non, je pense que la première dérive, en fait, l'émission que j'ai en tête et qui annonce la suite, c'est une émission avec Michel Rocard où on lui pose la question, je ne sais plus quel est l'animateur, est-ce que Sucé s'est trompé? Thierry Ardisson. C'est Ardisson. Et tout le monde en parle. Et à partir de là, on est rentré dans une autre phase où... Est-ce que ça permet justement d'offrir un nouveau visage de ces politiques qu'on a toujours l'impression de voir devant leurs petites feuilles et leurs discours bien taillés, etc. Est-ce que c'est bien de les voir aussi dans une posture un peu différente? Mais la question de la posture, elle peut être intéressante, mais... j'ai l'impression que c'est un peu les anciens comme vous qui est un peu dérangés par ça. Parce que les gens de la nouvelle génération, au contraire, sont très ouverts à ce genre de choses. Bien sûr, mettre des nouilles dans le slip, c'est vachement rigolo. Ça, c'est sûr que c'est d'un certain niveau. Et je ne suis pas sûr... Tu caricatures. Et je voudrais quand même pas... Mais je voudrais quand même pas insulter les millenniums, c'est-à-dire les jeunes, pour penser que ce type d'émission leur plaît. Enfin, franchement, c'est la vulgarité. Je ne suis pas sûr que ça se marie très bien avec la conduite du monde et avec la politique. C'est pas une question d'âge qu'il faille renouveler les formats. Oui, évidemment, pourquoi pas. Mais être en permanence dans la provocation ridicule, vulgaire, comme ça l'est sur un certain nombre d'émissions du groupe Bolloré, très sincèrement, non, merci. Parce que la vocation de ces émissions-là, justement, c'est pas des émissions à vocation un peu intellectuelle, pas du tout. Hein. On est véritablement, comme tu dis, dans la vulgarité, le clash, cette notion de vraiment très superficielle. Quelqu'un qui veut se présenter pour être à l'élection présidentielle, on peut connaître peut-être sa vie personnelle ou je sais pas moi, sa vie en tant que citoyen, mais venir dans ce genre d'émission pour parler de sujets aussi importants, sincèrement, tu vois toi Dominique de Villepin sur le plateau de Cyril Hanouna, quoi, je sais pas, faut être un peu sérieux, ou un mec comme Hubert Védrine, ou je sais pas, ça fait pas très... Non, mais tu vois, on est... Et puis parler de par exemple, le thème même, est-ce qu'on va vers la Troisième Guerre mondiale? Sincèrement, on est dans une émotion globale, on est dans une émotion totale, mais la guerre, elle est locale. Oui. Parce que si tu regardes les affaires du point de vue, par exemple, comme ça, au hasard, du Soudan, de l'Éthiopie, du Yémen, la guerre en Ukraine, c'est loin parce qu'ils ont leur propre guerre. Et donc la question qui est posée, c'est une question qui est extrêmement ethnocentrée. Voilà. Alors je sais bien que la première guerre mondiale, ce que l'on a appelé comme tel, est partie évidemment de l'Europe. Mais sincèrement, voilà,
j'ai écouté le général Vincent Desportes qui parle, qui est un spécialiste des questions évidemment d'armement, mais qui parle avec une légèreté extraordinaire de l'emploi des bombes nucléaires tactiques, etc. Enfin bon, franchement, y compris, on arrive aujourd'hui à lever le tabou autour de l'arme nucléaire parce que on peut en parler très tranquillement sur les plateaux de télévision. Il s'agit quand même de la vie et de la mort de centaines de milliers de personnes. Enfin, pardon, mais au bout d'un moment... Calme-toi, Pierre, calme-toi. Je fais part aux auditeurs et aux auditrices de France Maghreb 2 de mon indignation. Et puis, voilà. et puis, ce qui est important, je pense, Christophe, c'est que quelle est la vocation des émissions aujourd'hui sur ces chaînes qui appartiennent à des industriels, à des groupes privés? C'est la part de marché, c'est l'audience. Donc leur objectif, c'est pas à ce que les gens soient cultivés ou connaître le programme de tel ou tel candidat. L'objectif, c'est d'aller vers toujours l'émotion, le sensationnel, faire des émissions à clash, tout simplement pour avoir toujours ces éternelles parts de marché, puisque on remarque que dans ce genre d'émission, le lendemain, on fait le buzz sur la phrase ou sur le comportement de quelqu'un, et ça continue. C'est bien ce que je pensais, en fait, vous êtes vraiment pas du tout à l'ère du nouveau monde. Alors, on revient dans un instant. Tu l'es, toi. Ah bah oui, un peu plus que toi. Bon, dis donc. Oui. Bon, alors, vive les nouilles. Hein. Bon, puisque tu parles de nouilles, il y a Tarek Sassi qui arrive là. Aucun rapport, évidemment. Il va t'en coller une, tu vas voir. Allez, on est de retour dans un instant. C'est toi, hein, pour parler de cette ristourne des 15 centimes sur le litre de gasoil à partir du 1er avril. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. C'est Castex qui l'a annoncé. Est-ce que c'est une mesure électoraliste? Oui, non, on en parle. Et le débat reste ouvert entre Pierre et Ali. Et je dois dire que j'ai vérifié ce qu'a dit Ali. Hein. Bon, désolé mon Pierre, mais tu as tort. On y revient dans un instant. Bah si, arrête de dire non. Non, toujours pas. Tu peux pas dire non comme ça constamment. Mais toujours pas. Bon, à tout de suite. Si, on va lui démontrer qu'il a eu tort. Bah, évidemment. Restez avec nous sur France Maghreb 2, évidemment. Mais est-ce qu'on dit la même chose ou pas? J'en sais rien. Allez, voilà, c'est bien ça. Parce que, à part me tailler en permanence, bon. Bon, allez, c'est parti, on y va, si ça veut bien partir. Heureusement que Tarek est là. Oui, c'est ça, cherche bien, ouais. Quoi, Merci d'être avec nous en direct les amis sur France Maghreb 2, c'est le LGF, ravi de vous retrouver en compagnie de Pierre-Henri, président de France Fraternité qui est avec nous, avec Ali aussi, notre directeur commercial, et Tarek Sassi qui nous a rejoint. Salut mon Tarek. Salut, la nouille te passe le bonjour. Ouais, ça va? Ouais. Qu'est-ce qui nous vaut ton retard encore? Mon retard, c'est que j'étais avec une mère qui cherche son gosse, malheureusement, et... tu sais, sur Paris, c'est pas facile de circuler. Et voilà, et puis bon, à part constater la fatalité et l'impossibilité d'agir, vu qu'on n'est pas soutenu, et que de l'autre côté, des associations comme Aurore, soutenues par l'ARS, n'est même pas capable d'identifier des mineurs sur des camps de toxicomanes, la nouille qui est en face de toi, il est pas bien. En plus, la nouille, elle est en deuil aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup fait pour le sport que je pratique, le catch, qui est mort aujourd'hui, c'est Scott Hall. Et je tiens à dédicacer cette émission aujourd'hui pour lui. Voilà. Effectivement. Bon, alors Tarek Sassi est avec nous. On va parler, on fera le zapping plus tard parce qu'en fait, je vous explique, Pierre doit se barrer à 17h pour ne trahir aucun secret. Parce que il est appelé sur une autre chaîne de télé. Et c'est vrai qu'on pèse pas grand-chose face à BFM TV, je dois le dire. Évidemment, on vous BFM le prête. TV. On vous le prête. Tu seras à 18h là-bas, Pierre, c'est ça? Oui, pas de problème. Oui, tu vas parler de quoi là-bas? Je vais parler de l'Ukraine. Ah bah évidemment, voilà. Des réfugiés, j'imagine. Oui, des réfugiés. On aurait franchi la barre des 3 millions, paraît-il, en Europe, là. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, dont 1,5 million en Pologne. Ouais. Bon. Dont des milliers qui vont se retrouver à la rue aussi. On les accueille bien, les Ukrainiens. Tu verras si ça va durer dans le temps. C'est même le train est gratuit pour eux et tout, c'est bien. Tu verras si ça va durer dans le temps. Ils sont très bien accueillis. Ils sont bien accueillis pour l'instant. Il y en a de nombreux qui sont dans les hôtels sociaux en ce moment.
Alors, on va parler de ce qui a été annoncé ce week-end. Vous savez remarqué que le gasoil, le carburant, bat des records en ce moment. Et une mesure a été annoncée qui sera applicable à partir du 1er avril. Alors, vous allez aller faire votre plein d'essence pour votre voiture, votre moto, ou que sais-je encore, votre bateau, pour ceux qui ont un yacht. Vous allez donc voir ce prix de 2,20 €, 2,30 € en moyenne. Et à la fin, au moment de payer, si vous avez pris par exemple 60 litres, eh bien, il y aura une réduction de 9 €, ce qui équivaut à 15 centimes par litre. Voilà comment ça va se passer. Est-ce que c'est une mesure électoraliste, Pierre Horry ? Franchement. 1er avril, pourquoi attendre le 1er avril ? Oui. Enfin, électoraliste ou pas, la mesure s'impose et elle sera très bien prise par les automobilistes. Parce que, désolé, le prix du litre de gasoil a atteint les 2 €. Il a un peu rebaissé. Oui, il devrait rebaisser encore un petit peu dans la semaine. Et remonter la semaine prochaine. Et c'est pas impossible qu'il remonte la semaine prochaine. C'est un marché assez erratique. Et ce que je disais la semaine dernière, et que je rappelle à nouveau, c'est que vous avez environ 60 centimes de taxes sur un litre d'essence ou un litre de gasoil. Aujourd'hui, c'est un prix fixe. Et donc, et ces taxes, et y compris ces taxes, il y a une TVA sur les taxes qui s'est ajoutée depuis 2014. Alors, on s'interroge pour savoir pourquoi, en fait, le gouvernement ne pourrait pas supprimer tout ou partie des taxes ou ne pourrait pas ramener la TVA, qui est sur les taxes à 20%, à 5%. Bon. D'abord parce que, très clairement, il y a une mesure, il faut une loi, d'abord pour faire ça, il faut en discuter au Parlement. Deuxième élément, parce que l'essence, le gasoil, etc., c'est considéré quand même comme un produit anti-écologique qu'on ne va pas inciter forcément à une très forte baisse parce que c'est contraire à un certain nombre d'objectifs climat. Maintenant, tu poses la question de la baisse de 15 centimes, eh bien, si elle s'ajoute à une autre baisse qui est celle du baril de pétrole, ça sera le bienvenu. Voilà, en fait, électoral ou pas, je m'en fous, c'est le 1er avril, je prendrai. C'est un poisson peut-être. En fait, comment on explique ? Donc, effectivement, il y a une recette qui était non prévue, vu à l'augmentation des carburants qui arrivent dans les caisses de l'État. L'État redistribue une partie, puis on récupère une autre. C'est un peu le principe, Ali, non, si j'ai bien compris. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer d'être très clair. Oui. Alors, essayons de l'être. Sois-le. Voilà. Alors, effectivement, l'État perçoit la TIPP, donc 56% à peu près sur le gasoil et 59% à peu près sur le super. C'est ça. D'accord. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a une hausse de 50 centimes sur, par exemple, le gasoil, ça veut dire que l'État engrange 25 centimes à peu près, plus de 25 centimes de recettes fiscales qui n'étaient pas prévues. Oui. D'accord. Donc depuis que le prix augmente, ça veut dire que l'État, tant mieux, c'est important, Bercy engrange dans des caisses des recettes fiscales qui n'étaient pas prévues. C'est important. Il faut quand même aussi financer le Covid et tout ça, donc tant mieux. Maintenant que l'État vienne et annonce le 1er avril, alors pourquoi attendre ces histoires de 15 jours ? C'est là où on peut se dire qu'il y a peut-être un côté électoraliste, mais maintenant toute mesure est toujours bonne. On aurait pu penser que cette mesure aurait pu peut-être être prise immédiatement, parce qu'il y a quand même 15 jours, on doit attendre 15 jours pour se faire. Et 15 centimes, ça correspond, si on refait le calcul en marche arrière, c'est pas la peine de sortir de Mathsup, Mathsp pour faire des calculs, ça voudrait dire que le gasoil aura augmenté à peu près de 25 à 30 centimes. Or, on ne le sait pas, puisqu'aujourd'hui, on est quand même sur un gasoil qui avoisine à peu près les 1,95 voire 2 €. Donc, on fait un cadeau, certes, mais l'État en garde toujours pour lui. Oui. Ça, c'est important. Oui. Donc, l'État en garde pour lui. Sincèrement, je ne pense pas que cette mesure va calmer, puisqu'il y a des grèves qui commencent, qui va commencer à calmer les routiers,
on a commencé à bloquer les usines de raffinage en Bretagne, ça commence. Et à mon avis, dans le contexte des élections présidentielles, j'ai peur qu'effectivement, la situation, malheureusement, peut s'envenimer parce que l'État ne redonne pas la totalité de ce qu'il a perçu un peu en plus. Ouais, qui est de la recette non prévue. Qui était de la recette fiscale, qu'il faut bien préciser, non prévue par l'État. Ouais. Donc, quelque part, pour être simple, c'est pas la faute de Macron. Quand le prix de l'essence augmente, l'État est content parce que ça fait des recettes fiscales. Oui, mais Ali, au 1er avril, on n'est pas à l'abri d'être un carburant à 2,30 €, 2,40 €. Et la question qu'on peut se poser, c'est que Castex prend un pari puisqu'il dit le 1er avril, ça augmentera de 15 centimes. Malheureusement pour nous, tous les grands spécialistes... Mais non, on ne peut pas le prévoir. Ça, oui, tout à fait. Mais tous les grands spécialistes, quand même, s'accordent à dire qu'effectivement, le prix du baril va certainement continuer à augmenter. Oui. On ne va plus atteindre les 70 ou 80 $. Je pense que là, à mon avis, c'est utopique, puisqu'effectivement, il y a eu une inflation. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un côté spéculation très fort quand même. Parce l'euro est un peu remonté. L'euro est un peu remonté par rapport au dollar. Parce qu'on rappelle que les échanges de pétrole se font en dollars. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas une demande de gasoil ou d'essence ou de pétrole qui a augmenté au quotidien. Pas du tout. Là, on est véritablement sur un marché de spéculation. Qui s'en mettent plein les fouilles. Mais en l'occurrence, le cours du pétrole de Brent était monté jusqu'à 128 € le 8 mars. Oui. Il est redescendu à 112, oui, 112 vendredi dernier. Et puis il y a un autre pétrole qui est le pétrole raffiné qui a flambé de la même manière que le brut. Mais la mesure que Jean Castex annonce sur la baisse du prix au litre, ça doit coûter aux environs de 2 milliards. En l'occurrence, le prix de l'achat du pétrole a coûté à peu près la même chose. Et donc, dire que l'État se met de l'argent dans les poches au moment de l'augmentation, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a une réalité quand même. La réalité. Il y a une réalité. Je suis en train d'expliquer. Pierre-Henri, là, Pierre-Henri, tu as dit avant, attends, je reprends ce que tu as dit. Il faut parler en pourcentage. La TIPP, c'est pas une valeur absolue, c'est pas un centime d'euro. C'est 56% de taxes. Donc on parle en pourcentage. Non, c'est au litre. C'est au litre. C'est 59 centimes de taxes. Est-ce que tu as Google ? Vas-y, tu peux taper sur Google TIPP. Mais TIPP, alors nous allons... Allons-y, faisons l'expérience. Allons sur Google, tous. Voilà. TIPP, voilà. TIPP, s'il te plaît. Voilà. TIPP. Dommage qu'il n'y a pas de caméra. Il a dit 56 centimes, il parle en valeur. 59 centimes sur, de mémoire... Non, tu as dit 59 centimes sur le litre. Oui, sur le litre. Oui, on est d'accord. Tu peux taper le TIPP, c'est combien ? On n'a jamais parlé en euros, ni en centimes. Non, on a parlé en pourcentage. Voilà, c'est ça. J'ai jamais entendu parler de... C'est magnifique, on se croirait... un récré à deux à l'époque. Récré à deux. Voilà. Eh bien voilà, depuis 2018, la TICPE ne varie plus. Elle est fixée à 59,40 centimes d'euros par litre de gasoil et à 66,29 centimes pour l'essence pour le plan. Pour le plan. Attends. Ali, qu'as-tu à répondre là ? Pas du tout. Mais quoi ? Pas du tout. Regarde. Pas du tout. Oui. Qu'est-ce qu'il y a marqué là sur la Alors, un peu plus loin, sur une dépêche de... sur une dépêche. Mais non. Bon, on est en direct sur BFM Business. Ouais, c'est ça, BFM Business. Bienvenue dans l'émission économique. Il y a une réalité en attendant dans le stouche des gens, quoi. C'est ça le problème. Ouais, exactement, mon Tarek. Tu as raison. Non, mais sérieusement, là, je veux dire... Moi, je suis forcé d'être écolo. Vu comment ça se passe, je suis forcé d'être écolo. La voiture, c'est une illusion. La voiture, ça devient une illusion. Je cite ma source. Le Monde, 26 janvier 2022. Voilà. Et donc, je répète, 59,40 centimes d'euros par litre de gasoil, 66,29 pour l'essence sans plomb 95. Et de fait, cette principale taxation que supportent les produits pétroliers n'a pas augmenté depuis 4 ans. C'est le Monde. Voilà. Ali, réponse Ali. Je répète, la taxe sur les produits pétroliers, elle est en pourcentage. C'est 56%. Regarde Pierre-Henri.
on en parle tous les jours actuellement à la télévision en disant que lorsque le pétrole augmente de 30 centimes le gasoil, l'État engrange 15 centimes de plus. 15 centimes de plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces 15 centimes, ils viennent de quoi? Ils viennent du pourcentage que j'étais annoncé, les 56%. Je répète une dernière fois, la TIPP est en pourcentage. C'est 56% pour le gasoil et 59%. Il faudra poursuivre le débat parce que moi, très sincèrement, je ne suis pas. Je ne suis pas. Alors, je vais être très clair. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je lis et je travaille mes émissions. Bon, et donc, pardon. L'information qui m'est donnée en janvier 2022 par Le Monde, c'est bien sur Le Monde, il peut avoir des conneries. Hein. Mais bien sûr. Oui. Et moi, j'attends qu'on m'amène l'inverse. Et à partir de ce moment-là, je me rangerai sans aucun problème à l'explication qui me sera donnée. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Pierre Ali, il y a Tarek qui a fait une bonne réflexion. Hein. Il dit, en attendant, c'est quand même les usagers qui morflent. Le stouche des gens. Comment ils font? Sérieusement, c'est le stouche, le porte-monnaie des gens. On fait comment? Le stouche. Voilà, on fait comment? Sérieusement? C'est quoi? On pense à celles et ceux qui habitent dans des endroits reculés de France. Tu vas faire tes courses en vélo? Quand tu habites la campagne, Pierre, t'es connu que tu dois faire 15 km. Non, mais Hidalgo, elle fait ce qu'elle veut. Ça, c'est les bobos parisiens que vous entendez, qui pensent qu'il y a les trottinettes et le vélo à Paris. Et voilà. Bon, allez, restez avec nous dans un instant. On accueille vos appels 01 40 33 9000. Ali, raisonne-le s'il te plaît. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Pierre-Henri, avec Ali, avec Tarek Sassi, avec vous, auditrices, auditeurs. 01 40 33 9000. Bon, on en reparlera. Ouais, on en reparlera. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette mesure annoncée par Jean Castex au 1er avril. Baisse de 15 centimes sur le litre de carburant. Je vous rappelle, vous allez à la pompe, vous allez voir le prix, ça fait mal. 2,20 €, 2,30 €, on ne sait jamais, quoi, voilà. Vous allez faire votre plein d'essence, hein, vous allez utiliser le pistolet pour vous faire braquer. Et oui. Et puis à la fin, s'affichera sur la machine au moment de payer la fameuse ristourne, donc qui équivaut au nombre de litres que vous aurez pris. Et donc la ristourne est de 15 centimes par nombre de litres pris. Voilà, pour un exemple, 60 litres égale 9 €. Voilà. Après, je pense que dans tous les cas, tous les gens vont partir du principe que c'est une mesure qui est électoraliste. Électoraliste ou pas, oui ou non? Non, comme disait Tarek, il est important quand même, c'est que les gens à la fin puissent effectivement payer. Mais c'est vrai que faire un plat aujourd'hui à 2,20 € ou à 2,20 € le gasoil, c'est quelqu'un qui met 300-400 litres. 15 centimes de réduction, c'est quoi sur 2,20 €? Non, mais on pétait un cap déjà quand c'était à 1,50 €. Mais jusqu'où on va aller? Je rappelle que les gilets jaunes sont descendus pour 1,40 €, 1,50 €. Hein. Ils sont là, ils nous font des promesses. Le biocarburant, le nouveau carburant, le carburant qui carbure. Il n'y a rien, il y a Walou. Il y a Walou, Tarek. Rachid. Non, mais on a vraiment mais des dirigeants qui sont totalement déconnectés. Mais déconnectés pas de gasoil. Aussi bien sur les tarifs des transports que les tarifs des carburants, que les tarifs de l'énergie. Mais payer 70 balles d'électricité pour un studio, mais c'est des malades mentaux, mais sérieusement. Rachid est avec nous. Salut Rachid. Christophe. Salut mon Rachid. Alors, bonjour à tout le monde. On écoute Rachid là. Oh, Pierre. Oui, Rachid est avec nous. Mettez le casque et on écoute Rachid. Tu nous appelles d'où mon Rachid? Le Péreux. Le Péreux. Tu prends la voiture toi Rachid? Tu es obligé de la prendre? Ah non, franchement, là, je marche à pied et à vélo. Ah, très bien. Bon, alors, est-ce que la ristourne de 15 centimes, c'est une mesure électoraliste, mon Rachid? Ah ouais, à fond la caisse, ça pue déjà. Ouais. Mais sinon, j'allais passer déjà voir un grand bonjour au père Tarek, pour tout ce qu'il fait, la vérité. Merci beaucoup. Et puis un jour, c'est quoi Tarek? Je te promets que je vais venir te voir, parce que j'ai des choses à te prévaloir. Franchement, la vérité. Merci, Christophe, si je t'appelle... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Écoute bien, Christophe, ça fait 10 ans que je t'écoute. Ouais. L'émission que j'ai kiffé, c'était hier. Ah bon? Franchement, kiffant. Ah oui, avec Tarek Ramadan. Ah ouais. En plus, Christophe, tu sais qui manquait parmi vous, là? Non. Kimi Seba, MC Gabin et Idriss Aberkan. Oui, bien sûr, tu veux qu'on ferme la radio, toi, c'est ça? Ah non, pas du tout. Merci, mon Rachid. Allez, je t'embrasse. Il m'a sorti tout le gratin, lui. 01 40 33 9000. On pourra en parler tout à l'heure, tiens, moi j'ai pas de problème à en parler. Est-ce qu'on a bien fait ou pas de donner la parole à Tarek Ramadan? Je sais qu'il y a eu des réflexions et je sais qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas contents.
on assume pleinement. Hein, je veux dire, à partir du moment où le mec il est toujours pas condamné. Moi je comprends pas. On a laissé Éric Zemmour devenir candidat. Bah oui. On a fait le pire. On a fait le pire. Genre, le mec reprend la sauce Soral, version CNews, et on lui dit rien. On a fait le pire. Donc je vois pas pourquoi en fait on prendra la tête à Tariq Ramadan. Tu sais que moi j'ai eu des arguments de ouf. C'est-à-dire que vous invitez quelqu'un qui a trompé sa femme. Je dis, vous êtes des malades. Hein. Si on invite des gens par rapport à leur fidélité, on va plus inviter personne. Hein. Je veux dire, bon, 01 40 33 9000. Mehdi est avec nous. Salut mon Mehdi. Salut Christophe, bonjour à tous. Ouais. Mehdi, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, ça va, très bien, très bien. Tu prends la voiture, toi? On roule chèrement en ce moment. Mais oui. Est-ce que tu prends la voiture, Mehdi? Oui, je prends la voiture, je prends le scooter. Ouais. Alors, l'augmentation du carburant, là, ça représente combien en plus par mois chez toi, dans ton pouvoir d'achat? Bah, ça a doublé. On était à 1,20 €, 1,30 € sur les carburants. C'est le double. Ouais. 2021, mais je fais... Wow. Multiplié par deux. Quand je faisais un plein pour la voiture à 60 €, bah, aujourd'hui, j'en ai pour 110 €, 120 €. Voilà, c'est le double. Hein. C'est le double. Tout a doublé. Ouais. Dernièrement, j'ai fait mes courses. Et les salaires, ils ont pas augmenté. Hein. Ah bah non, ça. Ouais. Non, mais les salaires, ils augmenteront pas. Mais par contre, la TVA, ils veulent bien la garder. Hein. Ils veulent bien la décaisse. Hein. Ouais. Et les courses, tu nous disais les courses, mon Mehdi, tu as raison. Moi, j'ai été choqué de voir le kilo de tomates à 3,99 €. Ah oui, c'est des malades. La décaisse, par contre, ils savent la faire, la décaisse de la TVA. Hein. Ils savent la faire bien. Hein. Ils parlent pas des voyous à col blanc qui tapent dans les caisses de la TVA, qui tapent dans les caisses de l'État en ne payant pas la TVA ou en l'escroquant. On parle pas de ça. Hein. On parle que des Moussa et des Mouloud et des Mohamed qui vendent du Toshi pour s'en sortir. Pour pouvoir acheter une paire de baskets. Bravo, c'est très très bien. Tu sais, quand les Moussa, les Mouloud et les Mohamed font des actions citoyennes et prouvent qu'ils aiment ce pays et qu'ils aiment les Français et qui certains, même si ils ont une carte de séjour, se sentent français, ils veulent pas entendre parler de ça. Parce que c'est tellement mieux de mettre en avant les Dalton, c'est tellement mieux de mettre la pourriture la plus vile, aussi bien sur CNews, BFM TV ou chez Hanouna. C'est tellement plus facile, c'est ça vendeur, ça. Ah oui, ça se vend bien. Ils aiment ça. Merci Mehdi, vous allez nous fâcher avec tout le monde. Vous êtes chiant, hein, franchement. Hein. Pierre, dis quelque chose là. Mais sur quoi? Sur ce qui vient d'être dit là. Je sais pas, moi, j'ai pas envie de me fâcher avec le PAF, moi. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Non, mais je vois pas où tu veux que je réagisse. Chacun assume. Sur ce que dit Mehdi, par exemple. Voilà, il dit. Il dit. Il dit que tu l'as pas écouté. Si, je l'ai écouté. Les voyous à col blanc, on n'en parle pas trop pareil. Mais c'est facile. C'est la réalité. C'est facile, ce populisme. À la bonne franquette. Voilà, allez. Le tous pourri. C'est ce qui est le plus facile. Mon cher Tarak. Non, donc, là c'est pas la bonne franquette, c'est la sauce samouraï. C'est comme tu veux, mais moi je n'ai rien à dire et j'ai pas de commentaires à faire sur ces espèces de commentaires à l'emporte-pièce. C'est trop facile. Il y a une réalité qui est à l'emporte-pièce aussi. Et elle te démonte en pièces. Elle te démonte en pièces cette réalité tellement elle est dure. Il est certain, Christophe, que ce qui est bien en fait dans la problématique auquel on assiste aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'effectivement la priorité des gens, qu'on le veuille ou non, c'est toujours le pouvoir d'achat. Donc c'est très très bien qu'on recentre le débat autour de ça. L'économie et rien que l'économie. On se rend compte de l'impact de tous les déséquilibres auxquels on est en train d'assister aujourd'hui. Lounès est avec nous. Il y a une guerre qui est engrangée en Ukraine. Ça va engendrer des déséquilibres. C'est important. Hein. Regarde, aujourd'hui, on parlait avant du prix d'un panier classique, d'un chariot classique. C'est vrai que malheureusement, on va aller vers une inflation. Alors si à côté de ça, malheureusement, on n'augmente pas les salaires parce qu'on est en train de prévoir une inflation forte, il est certain que si on a une inflation à 5%, mais si les salaires ne suivent pas, c'est vrai qu'on risque d'aller encore vers un appauvrissement de la population. Mais après, il ne faut pas qu'on parte effectivement... en dénonçant tel ou tel, c'est vrai que là, on voit les limites de la politique, et c'est la raison pour laquelle il faut s'engager en politique. Alors, les limites, c'est maintenant, parce qu'il y a la pub. Lounès, ne bouge pas, Lounès, ne quitte pas. On te prend dans un instant pour parler, évidemment, de cette mesure annoncée au 1er avril, baisse de 15 centimes sur le litre du carburant. Est-ce une mesure électoraliste? C'est la question que je vous pose. À tout de suite. On parle de cette mesure annoncée par Jean Castex ce week-end. Il y en aura d'autres d'ailleurs qui vont être annoncées demain, paraît-il, pour faire face à l'augmentation de l'énergie, du carburant, entre autres, qui évidemment ont fortement augmenté ces derniers jours. 1er avril, donc, baisse de 15 centimes sur le litre de carburant. 01 40 33 9000. Lounès est avec nous. Salut mon Lounès.
sans Christophe. Baisse ta radio, Lounès. Voilà, on t'écoute, mon Lounès. Plus moi quand je baisse ma radio. Voilà. Alors, vas-y, on t'écoute sur cette mesure annoncée, Lounès. Ouais, déjà, tu invites qui tu veux dans ta radio, Tariq Ramadan ou autre, hein, bien sûr. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, c'est la démocratie. Et il est pas. Qu'il ait trompé sa femme ou pas, d'ailleurs, ça nous regarde pas du tout. Donc voilà. Moi, je regrette d'avoir loupé l'émission. Je pense que c'était hier, c'est ça? Exactement, c'était hier, oui. Ah, peut-être que je vais la réécouter samedi. Voilà, exactement, dans le best-of, entre 18h et 19h, on passera des extraits, exactement. Pour autre sujet, rien ne va plus. Hein. Bon, faut quand même garder une touche d'optimisme pour faire avancer les choses. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On nous endort. Moi, le macronisme, je sais qu'il y a certains de tes intervenants qui aiment bien. Moi, j'aime pas du tout. Il nous endort depuis qu'il est au pouvoir. Il nous endort. Je l'ai dit à ta place. Je suis pas un homme de droite. C'est du Je ne populisme. suis pas un homme d'extrême gauche. Pas du tout d'extrême droite. Je suis juste pour un citoyen. J'aimerais que tout le monde s'y retrouve en France. Puissance économique. Pourquoi pas, liberté, il n'y en a plus, égalité, pas à mon sens, fraternité de moins en moins. Prenons conscience que ça ne va pas pour nos enfants, les futures générations. Après, le pouvoir d'achat il a augmenté. Moi, je suis chef de cuisine au sein d'un grand groupe. Ouais. Je viens de balancer j'ai demandé une augmentation. On est revenu me voir avec un protocole de primes. De primes à la fin de l'année, de primes sur salaire, je leur ai balancé à la gueule, excusez ma expression. Je leur ai dit s'ils pensaient un peu aux femmes de chambre qu'on voit circuler, j'en veux pas ça. Moi, je ne mange pas. Si je demande un petit peu plus, c'est pour nourrir mes enfants, parce que ça a augmenté, tout simplement. Voilà, il faut de l'égalité pour tout le monde, de la conscience. Et puis voilà, j'ai confiance en l'être humain. Bon, voilà. merci mon Lounès. On va vers une américanisation des salaires. Un moment de guerre. Une pensée, sachant que malgré tous nos soucis, tous nos problèmes, nous, on n'a pas de bombe encore heureux, heureusement, qui nous tombe sur la tête. Malheureusement, voilà. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais je pense que oui. Merci mon Lounès, à bientôt. Le macronisme nous endort, dit Lounès, Pierre-Henri. Ah mais tu sais, il y a des gens qui ont tendance à la somnolence. Hein. Ça dépend de leur âge, la manière dont leurs neurones sont connectés. Voilà, moi je sais pas. C'est leur problème. Le mépris, Voilà. c'est incroyable. Oh là 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 là. Le mépris envers un auditeur, mais c'est incroyable. On va juste dire peut-être à notre auditeur Lounis qu'il parlait de responsabilité vis-à-vis de ses enfants et de les nourrir. Il est important pour lui que au lieu de réagir et d'être attentiste, d'être un peu acteur, il est acteur. On a la chance d'être dans un pays, il est français, de pouvoir exprimer son choix. Et il faut arrêter de dire il n'y a pas un candidat. Toi, tu renvoies tout le monde au 10 avril. Parce qu'il faut arrêter de dire, il faut arrêter de dire où il n'y a pas un candidat qui me convient pas. Spoiler. Il n'y a rien qui changera le 10 avril. On n'est pas dans un restaurant. C'est vrai qu'on n'est pas dans un restaurant. Il y a des gens qui viennent avec un projet. Chaque citoyen doit, et il a la responsabilité effectivement de pouvoir choisir. Parce que le risque que l'on va avoir, c'est que si les gens ne vont pas aller voter, on va assister encore... Il ne faut pas oublier qu'on sort on sort quand même des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, il y a à peu près 2 ans, les Gilets jaunes, pendant un bon moment, ça a eu un impact terrible. On a embrayé avec le Covid. Donc il est vrai que sur le plan économique, on est dans un contexte qui était très 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 délicat et qui a appauvri énormément malheureusement les classes moyennes. Les classes moyennes. Et il y en a qui ne le voient pas, ça. Pardon ? Il y en a malheureusement qui ne le voient pas, voire même qui le contestent. Je pense que le président en est conscient, mais il va te dire... il va se targuer de bons résultats, de retour de la croissance. La croissance de quoi ? Que le chômage n'a jamais été aussi... de la misère peut-être, oui. Oui, mais toi tu peux lui apporter la contradiction. Mais j'aimerais bien. Malheureusement... c'est dur. Tu sais, s'il annonce la croissance, c'est vrai qu'on sort d'une année Covid. C'est vrai que si tu as fait -7 l'an dernier, tu fais +7 cette année. C'est vrai que la croissance, elle est quasiment nulle. Merci Ali. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, alors on va prendre un dernier auditeur parce que Pierre-Henri doit partir. On va pour terminer sur ce sujet. Allô, bonjour, qui est avec nous ? Oui, bonjour, Madani. Madani, tu nous appelles d'où, Madani ? Nogent. Qu'est-ce qui se passe, mon Madani ? On t'écoute. J'ai 2 questions pour Jean-Pierre. Pour Jean-Pierre, c'est Pierre, c'est pas Jean-Pierre. Enfin, mon troisième prénom est Jean, donc ne t'inquiète pas, tout va bien. 2 questions. Question pour Pierre, vite. Déjà pour toi, Christophe,
Tu te souviens des deux frères qui t'ont téléphoné pour quand ils étaient en zonzon, là? Oui. Ah, pour un morceau. Ben moi, j'ai un morceau pour Pierre. C'est Gérald Lenormand, si j'étais président. Oui, d'accord. Et alors alors maintenant... Oui, mais je n'aspire pas à cette fonction, mais je vais y penser en me rasant le matin. Et ma deuxième question, je vais savoir, comme Monsieur Pierre voit que Monsieur Macron va passer, moi je veux savoir avec l'affaire Benalla, vous croyez que... Oh, mais ça y est, c'est fini, ça, cette affaire. C'est fini, mais vous avez vu le bordel. Oui, non, mais ça y est, c'est fini, vous inquiétez pas. Bon, on en reparlera, messieurs, si vraiment il passe avec ça, vive la France et vive la démocratie. Hein. Bon, merci en tout cas à toi, mon ami. Au revoir. C'est incroyable. À bientôt. C'est incroyable. On a eu un auditeur du Perreux et on a eu un auditeur de Nogent. Oui. Et il y a une station Nogent-le-Perreux. C'est Ah incroyable. oui, c'est vrai, bien joué. Ouais, ouais. Bon, Sous les ponts de Nogent. En tout cas, je tiens à féliciter comme cette radio, parce que quelque part, on reçoit les gens absolument sans filtre. oui, ça c'est clair. Et sincèrement, Merci de le rappeler. non mais c'est important. Et on peut chanter aussi. C'est important parce que je sais pas si dans d'autres radios, quand Dommage Je voulais revenir là-dessus. Dommage que Tu tu es m'as là loupé sur le zapping, 10 parce que avril. Jean Messia, il chante dans sa voiture quand il n'a pas d'autoradio. Vous allez voir tout à l'heure. Ouais, bah, il doit pas boire que de l'eau, lui. Hein. Franchement, le bon. camarade Ali. Jean Messia Oussam. Oui, Oussam, Oussam. Bon. Oussam Messia, il boit pas que de l'eau. Hein. Bon, allez, et puis je sais pas. Je le dis comme ça. On s'en fout. Christophe, une petite précision. Ali, tu nous parles constamment du 10 avril, mais spoiler, malheureusement, je pense que rien ne changera. Est-ce que tu crois que Jean Lassalle sera au deuxième tour? Bah, Jean Lassalle, déjà, il va peut-être annoncer son retrait. Hein, Oh bah oui, c'est sûr, comme disait Jacques Chirac, enfin je vais pas la faire à l'antenne. Non mais Jean Lassalle, en attendant... Franchement, tout le monde s'en fout. Hein. Jean Lassalle, en attendant, je suis désolé de faire son éloge, Jacques Chirac, mais est-ce que sérieusement, ça n'a pas été l'une des personnes les plus intègres sur le terrain? Oui, mais ça, si tu veux, ça c'est la chance que l'on a en Enfin, la France. présidentielle, c'est pas le concours de Graillon à 8h du matin. Moi, je suis désolé, mais la présidentielle aujourd'hui, elle est similaire. C'est pas celui qui s'enfile le jambon beurre à 8h du matin avec le kilt rouge. Non, mais Pierre merci. Oui. Merci. Ah bon, il faut que je m'en aille. Ah oui, tu te casses maintenant, ça y est. Non, mais ça y est. juste une chose. Vous voyez pour comment on Pierre-Henri. est reçu ici? Bah, tu dois. Il Ouais. est beau, lui. Tu dois aller chez PFM TV. Oui, alors, mais je suis assume. tellement bien ici. Est-ce que tu ne vois Eh. pas aujourd'hui que les élections présidentielles, c'est digne de Miss France au niveau des choix? Non, mais. Ça n'a aucun impact, ça n'a J'adore. rien du tout. Bon. Et les gens sont à fond dessus. Ils ne sont pas intéressés par les élections locales, que ce soit Allez. régionales qui vont impacter, les cantonales ou même les... Messieurs, Merci. j'ai grand plaisir à partager cette antenne, mais je dois courir vers une autre station. Voilà, c'est ça. Allez, à bientôt. Salut mon Pierre. Et Dans un portez-vous instant, bien. on reçoit Nadia de Urgence Afghane sur France Maghreb 2. Restez avec nous. Il est 17h. Vous avez bien fait d'écouter et de choisir France Maghreb 2. On est de retour très vite avec Nadia, notre invitée, dans un instant. France Maghreb 2. Notre invité dans le grand forum sur France Maghreb 2 avec à mes côtés Gamal Abina pour ouvrir maintenant un nouveau chapitre et revenir un petit peu en France. Nous sommes à quelques jours d'un rendez-vous important, d'une échéance importante qu'est la présidentielle. Tariq Ramadan, d'abord, avant de laisser Gamal poser sa question, il y avait quelques jours dans cette émission un auditeur qui nous a appelé en nous disant que sa religion lui interdisait de voter. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à cet auditeur? Justement, on peut en parler vite fait parce que tous les textes que j'ai écoutés, il y a un passage qui parle de vote. Et c'est pas très cool d'ailleurs, je trouve, qui dit voter. Bon, je vois bien en substance que vous faites référence au fait qu'il y a de la trahison, qu'on ne peut pas leur faire confiance, déléguer le pouvoir à des politiques qui ne sont pas là. Mais vous aviez aussi, à l'époque, fait, pour la dernière présidentielle, un appel à ne pas voter pour les candidats qui venaient. Donc, c'est juste pour savoir, est-ce qu'il fait référence à quelqu'un qui était contre le vote pour des questions dogmatiques? Est-ce que vous réitérez cet appel à ne pas voter, sachant qu'effectivement, l'offre n'est pas exceptionnelle, hein? Alors, il y a deux questions qui sont Oui. différentes. La première question est celle de est-ce que l'on peut voter du point de vue du principe? Bien sûr. Alors, il y en a certains qui sont même allés jusqu'au fait de dire du point de vue musulman, vous devez. Du point de vue musulman, vous devez. Non, je ne pense pas que vous devez, mais du point de vue islamique, si on revient aux références, vous êtes dans une société. Dans cette société, ce qu'il nous est dit, quelles sont les particularités des musulmans, ce sont ceux qui délibèrent ensemble de leurs affaires. L'expression contemporaine de la délibération de nos affaires, c'est le vote, et donc rien, absolument rien ne s'oppose
au vote, contrairement à ce que disent certains salafis littéralistes ou certains groupements qui ont pris une position en disant que voter, c'est participer à quelque chose qui est anti-islamique, tout ça. Je n'y souscris pas et je pense que nos textes ne permettent pas de défendre cette position. Ça, c'est sur la position de principe. Maintenant, sur la position politique, c'est vrai que lors des dernières élections, j'avais appelé à une abstention active. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, on regarde ce qui est en train de se passer sur le plan politique. Alors, moi, je ne suis pas sur tous les votes, mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train de nous mentir sur la présidence, sur les élections présidentielles, sur ce qu'on est en train de nous présenter, que d'abord, les débats sont pipés, l'orientation est pipée, et que ce qui se présente, ce que je vois de la pauvreté aujourd'hui des candidats, même du discours politique, même des programmes, m'amène moi effectivement à prendre une position. Moi, je ne suis pas français, mais dans le type de rapport que j'ai à la présidentielle, de l'abstention active. Mais qu'est-ce que c'est qu'une abstention active? C'est de remettre les choses dans leur ordre. Et qu'est-ce que c'est que remettre les choses dans leur ordre? Contrairement à ce que l'on nous dit aujourd'hui, où la mobilisation va jusqu'à plus de 60% pour les élections présidentielles, mais à moins de 40% sur les élections locales. Eh bien, moi, j'inverserais. Mon appel est de dire, si vous êtes des citoyens, si vous occupez vraiment de la question sociale, sur la question de publique, c'est au niveau aujourd'hui du local qu'il faut être. Il faut absolument, non pas simplement en plus s'engager à voter, mais à être élu, à s'engager à la participation, parce que c'est là que se joue l'enjeu politique immédiat et qui va déterminer aussi votre quotidien et votre avenir. Et que l'illusion des élections présidentielles, de la façon dont elles sont agencées, dans la façon dont le discours est absent, dans la façon dont on voit comment les choses s'orientent, je pense que, en fait, en nous donnant l'impression que nous participons à une dynamique démocratique en votant, alors qu'on ne dit rien quand on ne va pas voter sur les élections locales, je pense que c'est exactement le contraire, en fait. La participation uniquement au présidentiel est une démission démocratique, alors que la seule véritable participation aujourd'hui dont on a besoin, ce que moi j'appelle le contre-pouvoir local, se jouera à un autre niveau, se jouera au niveau des municipalités beaucoup plus qu'au niveau national. Oui, mais là, juste parce que c'est important, très très important. Là, on est à peu près un mois du premier tour. On a une extrême droite qui se chiffre à peu près en estimation dans les sondages à 45%, ce qui n'a jamais été depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont jamais eu un taux pareil. Il y a trois candidats extrême droite, d'accord? Le Pen, évidemment, Zemmour et Dupont-Aignan. On pourrait même limite parler de Pécresse sur certaines positions. Est-ce que vous pensez pas que Meskina, elle est déjà mal. Oui, mais tant mieux. Mais est-ce que vous pensez sincèrement pas que là, il faut vraiment appeler à mobiliser, non pas parce qu'on a le meilleur candidat qui serait Macron et qui semble être le prochain président, mais faire baisser au maximum la réussite de l'extrême droite qui va influencer la politique de Macron, qui a été largement influencée sur son dernier quinquennat. Mais est-ce que, là aussi, je comprends bien ce que vous dites, mais... c'est déjà un bon début. Non, mais on m'avait dit exactement la même chose au moment où tout le monde se mobilisait contre Sarkozy. Et donc, il fallait voter pour Hollande. Et donc, c'est bien ce qui s'est passé. D'ailleurs, de façon comptable, les poids des Français de confession musulmane a été déterminant pour l'élection de Hollande. Donc, ok. On s'arrête 2 secondes là-dessus, c'est important. Est-ce qu'il peut y avoir, on peut considérer qu'il peut y avoir un vote communautaire? Non, je ne crois pas qu'il y a de vote communautaire. Aujourd'hui, on est complètement éclaté. C'est-à-dire que si vous regardez, vous avez même des gens qui ont envie de voter Zemmour en disant maintenant il y en a marre, lui il va peut-être nous sauver. Parce qu'on dit qu'Hollande a été élu justement par un nombre important de votes musulmans. Justement. Par réaction surtout. Voilà, ils étaient plus anti-Sarkozy que pro-Hollande. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui en 2022 ? Mais la situation, le clivage, il s'est un tout petit peu, il s'est même renforcé dans ce que vous dites. Effectivement, on a un vrai mouvement maintenant d'extrême droite. Mais ce que je disais dans le débat, à la fin du débat de 2012 entre Hollande et Sarkozy, je dis mais le vainqueur de ce débat, c'est pas Hollande.
parce que dans le débat qu'on a eu entre Hollande et Sarkozy, ils étaient d'accord sur deux choses, l'islam et l'immigration. C'est l'extrême droite qui commençait à gagner déjà. Et depuis, ça continue. Et on voit, par exemple, Emmanuel Macron, qui n'était pas entré en politique par cette porte, et puis qui finit là, je veux dire, avec un positionnement qui est extrêmement proche, avec Darmanin, qui va extrêmement loin et qui se rapproche, je veux dire, un tout petit peu selon les modalités ou les termes auxquels nous avait habitué Valls, c'est-à-dire se présentant un peu à gauche, mais alors lui, il était plus à droite et il va encore un tout petit peu plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, notre engagement politique dans ce pays, il sera uniquement de se positionner contre, c'est-à-dire on va voter pour l'un contre les autres. Je veux dire, moi j'entends beaucoup parler de Mélenchon. Il n'y a pas de doute que sur le plan de son positionnement général par rapport à ces questions sociales, il est plus ouvert. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un certain nombre de critiques qu'il y a à avoir par rapport... Et puis il ne faut pas oublier aussi sa trajectoire à lui. Vous seriez tenté par le vote Mélenchon si vous étiez français, Tariq Ramadan? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai aucune confiance en l'homme, aucune confiance en notre idéologie et aucune confiance en sa trajectoire. Et en disant ceci, je sais que quand il écoutera ça, ça lui fera plaisir parce que il fait bon ton aujourd'hui il fait pas bon ton d'être soutenu. Non, je ne fais pas confiance, mais je ne fais pas confiance sur les faits, sur sa trajectoire, sur ceux qui le conseillent. Je veux dire qu'il a compris qu'il ne s'en sortirait pas du point de vue du nombre s'il ne s'appuyait pas sur les Français de confession musulmane. Donc il les caresse dans le sens du poil, mais en 2002, 2003, 2004, il co-signait avec Valls de ce point de vue, je veux dire à l'époque du Forum social européen, et plus généralement, je veux dire même ses plus proches conseillers sont quand même des gens qui ont travaillé avec Caroline Forest. Il faut quand même se rendre compte oui. Vous n'êtes pas choqué de voir que dans le staff de Mélenchon, alors qu'il essaie d'avoir le vote communautaire et le vote des étrangers en substance ou descendants d'étrangers, il n'y a pas quasiment, à part Obono qu'on met de côté, qui est un accident de parcours, il n'y a pas une seule personne issue de l'immigration africaine ou maghrébine. Pas une seule. Non, ça m'étonne pas parce que c'est assez représentatif de ce que je vois du hiatus qu'il y a entre un discours qui est destiné à attirer ceux que Zemmour diabolise. Donc on est dans un jeu là, c'est de la figuration sémantique. Alors effectivement, ce que je vois aujourd'hui, je pense que Zemmour est pratiquement un sous-marin un peu téléguidé par la Macronie. Parce que ça va diviser l'extrême droite et en même temps prendre des voix à Pécresse, à la droite républicaine. Mais en même temps, ce qui est en train de se passer dans ce pays, et c'est ça qui est le plus dangereux, et moi je le dis depuis un certain nombre d'années, attention, parce que derrière ces élections, il y en a d'autres, et il y a des préparations, le ralliement de Marion Maréchal, avec un certain nombre d'indices comme ceci, qui nous font clairement voir qu'elle pourrait jouer un rôle déterminant dans les prochaines élections. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Moi je ne suis absolument pas un adepte de il faut voter pour quelqu'un contre le Front National. Ça me paraît... Je pense que la bataille contre le Front National, ce sera sur le local, ce sera sur le long terme, ce sera dans le travail de proximité, ce ne sera pas dans ces élections-là. Celle-ci, là, maintenant, ce qui est en train de se passer dans ce pays, c'est que sur le plan de la normalisation du discours, à l'époque, on appelait la lepénisation des esprits, mais maintenant, c'est encore beaucoup plus grave que ça, parce qu'il y a des choses qui se disent, mais de façon totalement assumé, on n'a absolument aucune crainte à pouvoir le dire. Je veux dire, ce que pouvait dire Pécresse, c'était quand même, soi-disant, la droite traditionnelle. Elle dit des choses, on est à l'extrême de l'extrême, là. Et donc, à partir d'un certain moment, où ça se gagne, ça se gagne aux élections. Non, je pense qu'il faut que nous ayons une vue longue. On est en train de nous embrouiller chaque 5 ans, en recréant des controverses. Il faut que nous ayons une vue très très longue, c'est-à-dire de gagner en présence, en contribution, en participation sur le plan local, sur le plan constructif, sur le plan de tous les corps de métier, sur les plans de toutes les sphères politiques. On n'a rien, il n'y a pas d'autres partis politiques à créer. Il y a une présence nouvelle à penser.
Et ça, c'est dans le quotidien. Donc, nous, on tombe exactement dans le même piège. C'est-à-dire qu'on se réveille chaque 5 ans, on se dit « Ah ben tiens, Zemmour est là, il faut... » On tombe dans le même piège. On pense qu'on va gagner la bataille des idées en allant le confronter sur la télévision. J'aimerais dire une chose. Il y en a peu qui l'ont fait. Il y a une émission qui est sortie qui comparait le débat que j'avais fait à l'époque en 2009 avec Zemmour en disant qui a gagné. Et il y a 1 ou 2 commentaires qui avaient raison. Beaucoup plus que tous les autres. C'est-à-dire que beaucoup de Français de confession musulmane se sont dit « Ah, tu l'as rétamé !» Mais la réalité, c'est qu'il a gagné. La réalité, c'est que sur le plan du nombre, sur le plan du long terme, le fait que vous gagnez que vous donnez l'impression de gagner, donne la possibilité, donne le sentiment à ceux qui le soutiennent, ah ben oui, ils sont dangereux, ils commencent à savoir parler notre langue. Donc, votre victoire, c'est en même temps votre défaite. Et sa défaite, c'est sa victoire. Je veux dire, il faut quand même se rendre compte du caractère vicié du débat télévisé. Le débat télévisé, quand vous le gagnez, vous pouvez le perdre. Et quand vous l'avez perdu, avec je veux dire, un homme d'extrême droite qui perd contre un arabe, il gagne encore. Parce que c'était l'arabe, quoi. C'est l'arabe qui a le problème. Mais non, mais il faut se rendre compte de ça, c'est vicié, quoi. Votre texte, voter, vous pouvez expliquer? Moi, ça m'intéresse, parce que je veux fouiller un peu, là. Voter, c'est ironique, j'imagine. Non, voter, c'est-à-dire... Non, moi, ce que j'ai voulu mettre en évidence... Dans le recueil, on parle, là. Dans le recueil, qui est sorti, qui s'appelle « Tous les courages ». Voilà. Dans Tous les courages, ce que j'ai voulu faire, c'est... en fait, tous les messages que j'ai dans toute ma vie, j'ai continué par un nouveau mode plus artistique. Et donc, il y a des textes qui parlent de la vie, de la souffrance, de la maladie. Il y a des textes qui parlent de spiritualité, puis il y a des textes qui parlent de politique. Alors, il y a un texte sur les vendeurs et les vendus, c'est les vendeurs d'armes. Et puis sur le vote. Et sur le vote, c'est de dire l'état dans lequel vous mettez aujourd'hui la démocratie. L'état dans lequel nous sommes aujourd'hui en train de nous engager, c'est que ceux qui nous appellent au vote s'intéressent peu à notre opinion. Ils s'intéressent beaucoup plus. Vous savez, je veux dire... Écoutez, nous avons tous été extraordinairement ravis quand on a vu Obama venir à la place de... On y a cru. À la place de Bush. Quelle escroquerie. Mais attendez, mais c'est plus que ça. Non, mais après, vous commencez à lire et vous dites, le conseiller direct de la stratégie médiatique de Bush, de Obama, c'est un gars qui travaille à Google. C'est des gars qui travaillent à Facebook. C'est-à-dire, ils travaillent sur tous ces éléments-là. Et toi, tu arrives sur Facebook, tu penses que tu es dans un espace libre, mon copain, mon ami, je like, machin. Tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'est de la mise en scène. En fait, tout ça produit des big data. Vous êtes un bon complotiste, Tariq Ramadan. Mais non, je vais dire depuis tout à l'heure, là... Mais non, attendez, parce qu'en plus... c'est toutes les cases. Non. Mais en plus, ce qui est très intéressant, c'est que c'est même pas moi qui le dis. C'est-à-dire que je veux dire, le livre qui dit ceci, c'est un des livres préférés de Obama en 2019 qui s'appelle Le capitalisme de la surveillance. Ouais. Mais ça, c'est des faits. C'est des faits, c'est-à-dire qu'à partir... Attendez, je veux dire, pourquoi on a arrêté Cambridge Analytica? Cambridge Analytica, c'est une institution qui était en Angleterre. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle bombardait, c'est-à-dire elle ciblait les gens. On peut jusqu'à avoir de vos données entre 1000 et 10 000 par jour sur vos données. Ensuite, on vous envoie un email qui est ciblé pour vous orienter dans le vote. Moi, c'est ça. Voter, c'est simplement dire, faites attention, à partir d'un certain moment, votre opinion est moins intéressante que ce que l'on dit et ce que l'on sait de vous au moment où vous votez, de pouvoir travailler sur vos émotions, travailler sur les peurs. Je veux dire, des débats télévisés qui sont vides. Ça vous dit quelque chose? C'est ce que je dis dans le texte. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Le fait qu'ils réveillent nos tripes, qu'ils ne réveillent pas notre intelligence, c'est que uniquement des émotions sur nos peurs. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Sur la question des big data, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ne soyons pas dupes dans ce théâtre démocrate. Mais est-ce que ça veut dire que je ne crois pas au processus de consultation à la démocratie? J'y crois, mais pas dans les termes qu'on nous présente aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que tout ceci est vicié, est altéré à la source, et que le vide intellectuel, le vide dans les vrais débats aujourd'hui sociaux, le vide idéologique. Aujourd'hui, qui est-ce que vous avez à la tête? Vous arrivez à faire une différence entre les idéologies. Maintenant, vous avez des technocrates. Lui, il dit, je suis ni de gauche, ni de droite, je suis les deux.
tout en même temps, c'est tout à la fois. Et puis, mais c'est surtout un technocrate. C'est-à-dire, un technocrate qui ne se présente sans idéologie vraiment claire. Mais la technocratie, c'est une idéologie en soi, c'est-à-dire mettre la conscience humaine au service de la machine. Suite de cet entretien, interview avec Tarek Ramadan dans un instant sur France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct avec Monsieur Ali, notre directeur commercial qui est avec nous, avec Tarek Sassi aussi, bien sûr, avec bien entendu vos appels pour intervenir dans cette émission, qui est la vôtre, bien entendu. Et on posait la question, est-ce que l'émission va continuer pendant le Ramadan? Bien sûr que oui, parce que l'actualité ne s'arrête pas, et d'autant plus que l'actualité va être importante, mon Ali, pendant le Ramadan. Il va s'agir d'aller voter. Eh oui, exactement. Le 10 avril, voilà. Premier tour. C'est exactement. Je demande à tout le monde d'aller. On est des gens qui aimons bien réagir. On a la possibilité d'agir avec un bulletin de vote. Alors, s'il vous plaît, faites votre. À la limite, c'est un droit. C'est vrai que c'est un droit. C'est un droit. Moi, je dirais, j'espère maintenant que les gens vont transformer ça en devoir, et surtout au niveau de vos enfants. Si vous avez une responsabilité avec vos enfants, allez voter. Allez voter, c'est important. Bon, est-ce que, tiens, question pertinente, t'es pas obligé pour qui d'ailleurs, tu me le donnes pas, mais juste, est-ce que tu as fait ton choix pour l'élection, Moali, au premier tour? Sans nous dire pour qui, hein. Non, bien sûr. Ça ne nous intéresse pas. Non, bien sûr. Peut-être il y a 2 candidats sur lesquels mais qui paradoxalement peuvent être quasiment à l'opposé, parce que moi je m'intéresse beaucoup sur la partie économie. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Hein. Parce qu'en général, quand l'économie va, je pense que quand l'économie va, tout va. Preuve en est. Hein. Regarde, ça va pas. Là, ça va pas. Donc, quand on prend par exemple le programme économique de Mélenchon, il y a des choses très très intéressantes. Le programme économique de Macron, il reste encore. Alors, on le connaît pas, il n'y a pas de programme. Voilà, il est un peu évasif. On sait simplement qu'on va travailler jusqu'à 65 ans. C'est ce qu'il souhaite faire. C'est pour ça le problème. Et baisser les impôts. Donc tu as fait ton choix, tu hésites entre deux en fait. Oui. La premier tour. Tarek. Alors moi, pour l'instant, je vais être honnête. En fait, j'hésite encore entre Michel Blanc et Laurent Blanc. Donc je sais pas lequel des deux encore. Après, j'attends de voir. J'attends d'être convaincu. Hein. Donc pour l'instant, t'es pas convaincu. Voilà. Pour l'instant, voilà. Abdel est avec nous. Salut Abdel. Bonjour Christophe. Écoute Christophe, est-ce que tu me permets de t'annoncer quelque chose, un fait que j'ai constaté aujourd'hui, vu que ça va être le Ramadan et puis il s'agit des religions, tu me permets de t'amener cette information? Vas-y, donne-moi ton information si elle est sourcée. En fait, j'ai été choqué. Vous savez qu'il y a ce petit jeune qui a dansé dans une église. Oui, donc faut savoir que ce jeune demande une protection policière qui lui a été refusée. Alors je cite, on le traite de petit con, de petit salaud, de petit monstre. Il faut qu'il arrête tout de suite. Donc, on veut pas lui donner sa protection policière. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de comparer avec Mila. C'est tout le contraire. Alors, Mila, on l'a soutenue. Il fallait qu'elle continue à faire ce qu'elle fait. On lui a donné une protection policière et qu'elle était dans la liberté d'expression. Alors, quand il s'agit des religions qui concernent pas la religion musulmane, il faut arrêter tout de suite. Alors, on lui a même dit, il a fait du mal à une communauté. Alors Mila, elle, ça veut dire qu'elle n'a pas fait du mal à une communauté. Il faut qu'il arrête tout de suite. Alors voilà, je voulais. Ouais, je comprends ton parallèle. Voilà, oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci mon Abdel, merci. Pour ces faits effectivement. Merci Abdel, mais Abdel juste. Oui. Abdel, faut pas tomber toujours dans l'émotion, la réaction. Tous ces personnages comme les Mila ou je ne sais quoi. Faut vraiment, sincèrement. Faut vraiment pas donner de l'importance. C'est justement ce que ces gens cherchent au travers aujourd'hui des réseaux sociaux. Et des fois, la meilleure réponse, ça s'appelle le mépris. Ouais. Bon, allez, c'est parti pour le zapping, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon zapping, les enfants? Le président ukrainien essaie d'entraîner avec lui les pays de l'OTAN. Au travers de ce discours, écoutez. Le bombardement du Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité a tué 35 personnes. Et à seulement 20 km de là se trouvent les frontières de l'OTAN.
Et je le répète encore une fois, si vous ne verrouillez pas notre ciel, ce n'est qu'une question de temps. Les roquettes russes vont tomber sur votre territoire, sur le territoire de l'OTAN. Rien de mieux que la fiction, les effets spéciaux, des scènes de guerre terrifiantes en plein Paris. C'est ce qu'a posté le Parlement ukrainien vendredi soir avec ce message menaçant. Vous croyez que ça ne vous concerne pas? La Russie ne s'arrêtera pas. Si nous tombons, vous tomberez. Voilà, alors c'est vrai que vous avez peut-être vu cette vidéo qu'on vous a mis d'ailleurs sur Christophe Le Grand Forum, vidéo fiction qui a été publiée par le Parlement ukrainien d'une attaque sur Paris. Qu'est-ce que vous pensez de cette orchestration des Ukrainiens là pour faire peur en fait aux pays comme la France par exemple, de ne pas les aider et de leur propager des vidéos fiction d'éventuelles attaques sur Paris en disant attention après nous c'est vous. Ils préparent juste le terrain. Je pense que là-dessus, de toute façon, il y a un consensus international pour préparer le terrain à nous rentrer à tout prix dans ce conflit russo-ukrainien, tout simplement. Mettre en scène le bombardement de Paris, alors que c'est des choses qui n'ont pas eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on sait qu'il y a des intérêts énormes sur Paris et que, en plus, faudrait vraiment arrêter de se leurrer, mais il y a quand même des barrières antimissiles, il y a toute une protection sur la capitale, il y a l'Élysée qui est là-bas, on bombarde pas Paris comme ça, et tout simplement, en fait, c'est conditionner les gens à une future adhésion des pays de l'Union européenne et puis des pays de l'OTAN à cette guerre ukrainienne. À s'investir. Voilà, tout simplement. Davantage. Ali. Sincèrement, ce président ukrainien, moi, il m'étonne un peu de par la stature qu'il dégage lorsqu'il passe à la télévision. On voit, il garde toujours le même pull, il doit le changer, je pense, à mon avis. Faut oublier, je pense que c'est un très très grand acteur. Hein. C'est un comédien. Je pense un acteur, un comédien. À la base, oui. Ce qui est important, c'est qu'il ne parle jamais de résolution et de la genèse du conflit. Moi, ce qui m'intéresse, la guerre, c'est pas beau. Bien entendu, la guerre, c'est pas beau. Personne ne souhaite voir des gens mourir. Mais ce problème, c'est un problème qui, à la base, est russo-ukrainien. C'est très, très important de le rappeler et de le souligner. Donc, au lieu d'avoir un discours plutôt sur la partie politique, géopolitique, pour pouvoir trouver des solutions, il est en train, quelque part, d'essayer d'attirer vers lui l'opinion internationale. C'est vrai qu'il y a un agresseur, l'agresseur, la Russie, et lui, il l'a agressé. Il en surjoue, d'accord? C'est très dangereux parce qu'au bout d'un moment, je pense que, regarde le sentiment anti-russe qu'on est en train de développer à l'échelle quasiment internationale. Ouais, hein. C'est les copains de Poutine, c'est le copain. Alors maintenant, si tu es le copain du copain de Poutine, tu n'es pas gentil. Si tu es le copain du copain de Poutine, on va pas finir. Alors je pense que ce président-là, la russophobie est incroyable. Il contribue à la russophobie. Donc je pense que ce président devra avoir la stature d'un chef d'État, d'aller discuter, de convoquer les instances internationales, les États-Unis et l'Europe, et dire il faut discuter, plutôt que de nous dire que les chars nous allons résister, venez, donnez-nous des armes. Je sais pas, lorsqu'il fait un appel, à ce qu'on lui donne des armes, à ce que les gens viennent se battre. C'est complètement ubuesque. Je ne sais pas si ce monsieur se rend compte qu'il y a des gens qui sont prêts à aller comme ça mourir, et puis demain matin, on va dire regarde, les Russes ont été méchants, ont tué. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Sincèrement, il n'a pas la carrure et la stature d'un chef d'État. Alors, on enchaîne ce zapping avec Richard Ferrand, qui était l'invité de C'est à vous sur France 5, et il donne un peu son point de vue sur les candidats de cette élection. Écoutez Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, bien sûr. Lorsque notre Zemmour dit la guerre nous distrait de la campagne, lorsque Mme Pécresse dit que le président se cache derrière la campagne, je crois que ce sont des personnalités qui croient qu'on est face à un fait divers. Or, on est face à un fait historique. On est face à un fait historique. C'est vrai que beaucoup de candidats ont dit que cette élection a été confisquée par ce qui se passe en Ukraine. C'est vrai qu'on ne parle que de cela maintenant, avec d'ailleurs même TF1 qui a organisé une émission qu'ils vont intituler sciemment la France face à la guerre. On ne parle plus des vrais problèmes des Français. Et il y a peut-être un réel problème. Certains le dénoncent. Alors comment il faut faire dans ces cas-là? La crise qui s'invite dans cette élection nous fait oublier tous les vrais problèmes des Français. Est-ce que le président candidat a tout intérêt à ce que ça se passe ainsi? C'est la question que je me pose, moi, Tarak. Pour lui, c'est une assise, c'est une scène. Heureusement que Pierre-Henry n'est plus là, comme ça il ne m'attaquera pas. C'est une scène pour lui, en fait, pour
mettre en avant la stature de président de l'Union européenne et président de la France, mais surtout d'une stature internationale. Mais en soi, il faut voir qu'aujourd'hui, il y a des problèmes qui augmentent de jour en jour en France, que le niveau de vie en France, il est en train de s'abaisser et que il y a des crises qui s'aggravent, dont la crise de la toxicomanie, la crise de la criminalité et en tête de tout, le pouvoir d'achat avec ces problèmes de carburant et que pour l'instant, c'est ce manque de proximité avec le gouvernement et la population, il est criant et que nous, on a plus besoin d'avoir des réponses là directes sur des choses qui nous concernent que sur des choses malheureusement où on n'a pas la main, et en plus on devrait plus être émissaire de paix entre l'Ukraine et la Russie, parce que il y a aussi bien des intérêts russes et ukrainiens en France qui existent, plutôt que d'être des va-t-en-guerre. Oui, alors juste un point. Oui, Ali. Moi, je pense qu'effectivement, les événements, peut-être, c'est vrai, éclipsent la campagne. Mais la responsabilité incombe aussi aux candidats. Quel est le candidat aujourd'hui, avant les événements d'Ukraine, qui nous a fait rêver? Quel est le candidat qui, pendant quelques semaines, s'est véritablement détaché? On a eu droit à Zemmour avec son immigration et son islam à tout bout de champ. D'ailleurs, on l'a vu, pardon, peut-être faire cette petite aparté, mais hier, dans l'émission La France face à la guerre, on a vu que Zemmour n'était pas vraiment à l'aise. On voit qu'il n'est pas à l'aise. Il est pas à l'aise parce qu'il est perdu et ça verrait il n'y a pas ces sujets de prédilection. Et la problématique, ce que effectivement j'étais en train de te dire, si avant même les événements d'Ukraine, on avait des candidats, je disais, à la hauteur d'un véritable projet avec des véritables personnes. On a eu un débat la semaine dernière, Zemmour, Pécresse. On avait l'impression d'être à la maternelle, de l'invective. Et ces gens-là, ces deux personnes-là, voilà, ces deux personnes-là aspirent aux hautes fonctions. Donc si aujourd'hui, parce que je vais te dire un truc, s'il y avait un candidat avant qui s'était démarqué dans un contexte dans lequel on est, peut-être tout le monde aurait eu espoir en lui. Peut-être. On leur dit à Macron, il fait peut-être pas le jeu. C'est peut-être de l'espoir. Mais qu'est-ce qu'on a eu avant? Jadot qui vous dit l'écologie, et aujourd'hui il va sur des terrains complètement belliqueux, bellicistes, en racontant n'importe quoi, faut fermer le gaz, oui, il faut plus acheter le gaz aux Russes, mais véritablement des discours. Un Zemmour qui vous raconte que tout lié à l'immigration, l'islam, on peut le parler du temps, il parle de l'islam. Même la guerre en Une Valérie Pécresse qui est aussi un peu perdue. Donc, du coup, effectivement, un démarrage. Ils étaient tous en train de dire on attend que M. Macron se déclare. La seule personne qui quelque part a fait son bonhomme de chemin, qu'on le veuille ou non, c'est encore Mélenchon, parce que Mélenchon effectivement était en train d'avancer tranquillement, en train avec un vrai programme, et quelque part la preuve en est. Même Jacques Attali a quand même dit que ce type-là a quand même bien bossé et puis il a un bon programme. Et ce qui est paradoxal, c'est que tout le monde s'accorde à dire que Mélenchon est véritablement la personne, le candidat qui a vraiment véritablement bien bossé. Donc faut arrêter toujours de dire oui effectivement. Alors Macron hier dans l'émission face à la guerre. On a profité pour glisser ce petit mot, écoutez. Et donc évidemment, au moment où je m'adresse à vous aujourd'hui, je le fais en sollicitant à nouveau votre confiance. Votre confiance pour les 5 années qui viennent. Voilà. Ça n'a pas pu s'empêcher, évidemment. Farid de Courbevoie, salut mon Farid. Oui, salut Christophe, salut à tes collègues. Bonjour. Moi, c'était juste une question. C'est vrai que moi, je comprends pas pourquoi il y a certains politiques qui poussent le peuple à leur dire ouais, va-t'en guerre. Comme ce matin, j'ai écouté les grandes gueules et j'entendais Olivier Truchot, je sais pas quoi là, qui disait ouais la Russie ce qu'elle fait c'est pas bien, on les a pas assez sanctionnés, il faut aller encore beaucoup plus loin. Mais je sais pas moi, ces gens-là ils ont des bunkers, c'est ça que je comprends pas moi, pourquoi on met la pression comme ça? C'est surtout ces journalistes qui se transforment en experts de je ne sais quoi. Franchement, ça devient fatigant. TF1, pareil, Jadot, il disait comme quoi, la Russie, ceci. Mais est-ce qu'il serait capable de lui d'aller au front? Il y a la guerre économique et puis il y a des gens qui effectivement ont un discours qui n'est effectivement pas digne de gens qui aspirent. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on nous voit aller nous terrer dans les caves?
Ouais. Ah, pas du tout. Hein, pas du non, tout, pas du tout, mais évidemment, bien sûr. Tout à fait, pas du tout. Merci mon Farid pour Merci, cette remarque. Mon Farid, à bientôt depuis Courbevoie. Dans notre zapping, on a laissé tomber le masque, vous le savez. Fini le pass vaccinal depuis hier, suspendu, pas supprimé. Hein. Delfrécy, le président du conseil sanitaire, rappelle que l'épidémie n'est pas finie. Eh oui, qu'on se réjouisse pas trop, on va pas se réjouir trop vite. L'épidémie n'est pas finie. Non. On a même depuis quelques jours une légère augmentation qui n'est pas seulement en France, d'ailleurs c'est sur l'ensemble des pays européens. Chacun d'entre nous avons baissé la garde un peu et il y a une diminution des précautions qui sont faites. Voilà, l'épidémie n'est pas terminée, messieurs, donc on ne baisse pas la garde, si je puis dire. Oh, ce monsieur Delfrécy, je crois qu'il doit apprendre le mot humilité. Alors c'est vrai que lorsque le Covid va partir, on n'entendra plus parler de lui. Donc tant mieux, hein, quelque part tant mieux. Donc je pense qu'il a envie effectivement que le Covid continue. Tous les experts, les médecins s'accordent, voilà, tous les médecins s'accordent à dire qu'on va vivre avec maintenant ce virus qui va revenir peut-être de façon saisonnière, pas avec peut-être effectivement les mêmes formes, et que maintenant d'ici là, on a les vaccins, on aura les traitements. Bon, Tarek Ali, on revient dans un instant avec notre auditeur aussi qui nous attend, et puis on va poursuivre avec un peu d'humour dans ce zapping. Il en faut un peu, il faut qu'on rigole, c'est pour rire qu'on rigole, à tout de suite. Ali et Tarek Sassi sont avec nous aujourd'hui, et Samir du 95 nous attend au téléphone au 01 40 33 9000, numéro de téléphone magique pour vous permettre d'arriver à l'antenne et de discuter avec nous, d'échanger, de débattre. Bonjour mon Samir. Oui, bonjour tout le monde. Salut. Je voulais intervenir concernant les politiques qui vont se présenter aux présidentielles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement le citoyen, parce que ce qu'on a devant soi, on a quoi? On a aucun programme pour certains. J'ai l'impression que il y a des débats ou des rassemblements de différents partis. Je sais pas. On a l'impression qu'on va élire un responsable de village ou je ne sais qui. Samir, est-ce que tu as fait ton choix, toi, là, à l'heure d'aujourd'hui, pour ce premier tour? Est-ce que tu as fait ton choix? Ah oui, depuis longtemps. Ouais. Bon. Très bien. Depuis longtemps, on devine qui. Non, je devine pas, moi j'en sais rien. Avoir un vrai programme et qui sait de quoi il parle. Ah bah, il y en a plein. Qui depuis 2017, depuis 2014, avait déjà parlé de tous ces intérêts, de tous les intérêts, on va dire, citoyens, économiques, et on rigolait dessus. Ah, le seul, c'était Mélenchon, je suis désolé. Bon, alors toi c'est Mélenchon, d'accord. On prend Éric Zemmour, aucun programme, aucun, même pas. Moi, ce qui me dérange, c'est pas Zemmour, c'est les gens qui l'accompagnent. C'est eux les plus dangereux. Aujourd'hui, vous avez Macron qui se sauve de ses responsabilités en se disant non, je m'occupe de l'Ukraine, attention, et bien sûr, avec la complicité médiatique dans cette guerre. Macron, il a été élu à 22%. Donc, à la télé, quand il est intervenu en parlant de guerre, je suis désolé, il faut que les 22% qui ont voté pour lui mettent la combinaison et partent en Ukraine. Parce qu'il faut arrêter les conneries, quoi. Merci, mon Samir. Merci à toi, Samir du 95. Alors, dans le zapping, il y a des lapsus parfois un peu gênants. Celui de Alexis Corbière sur Sud Radio, écoutez. D'abord, je pense au peuple ukrainien, évidemment, victime de l'agression d'Emmanuel Poutine, mais le peuple russe, vous avez dit Emmanuel Poutine. Emmanuel, Vladimir, voilà, c'est moi qui l'ai compris. Non, alors vraiment, c'est la conscience du matin. Emmanuel Poutine, elle est pas mal celle-là, les gars, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est géniale. Ouais, bon, restons dans le même registre. Lorsque vous êtes en voiture avec Jean Messia, Tarek Sassi, Ali, et que l'autoradio ne marche pas pour écouter France Maghreb, voici ce que ça donne. C'est pas possible, ça, l'autoradio marche pas. J'ai de la route à faire, je vais au meeting de Reims. Bon bah écoutez, qu'à cela ne tienne, Presta, yuba, yeah. Yuba, yeah. Yuba, yeah. Baila, hi. Baila, ha. Baila, ho. Baila, ha, ha. Jean Messia, il est en forme, Il est en forme, le Jean Messia. Il s'ennuie pas dans sa voiture tout seul, Bien, je pense que c'est là où il excelle, en fait. Il devait être chanteur dans les voitures. Je crois que ça nous ferait plaisir. Ah, c'est bien ça. C'est un nouveau métier. Le patriote des plateaux télé.
Le mollusque par excellence. Oui, c'est la personne que l'on ne connaissait pas il y a 1 an et demi, 2 ans, et qui, grâce à une chaîne de télévision, est devenue... Grâce à une chaîne de télévision, mais aussi grâce à un présentateur d'une émission phare que la ménagère de moins de . 50 ans suit, qu'on ne nommera pas de son prénom Cyril, qu'il a bien mis en avant aussi, il ne faut pas l'oublier. Bon, Linda, elle est de Nancy, elle nous écoute et elle est très fidèle, ma Linda. Bonsoir. Bonjour à la place Ah oui, Stanislas. bonsoir, toujours. La C'est place tellement Stanislas. intéressant Bonsoir à la que place Stanislas. j'aimerais balayer tout ce que vous avez abordé là. Ouais, Mais on n'aura pas le temps. Tu nous appelles de Juste Nancy, c'est ça, De Nancy. Linda? Oui. Très belle ville. Oui, bah oui, il est un peu du coin, notre ami. Non, mais j'y ai vécu aussi en plus. Donc Bah, très belle ah oui, ville. ouais. oui. D'accord. Bah, il faut dire à Christophe de venir voir un peu ce qui se passe en dehors de Paris. Bah, ça va, tu vas pas me dire ça à moi, je suis pas un bobo parisien. D'abord, moi, j'habite pas Paris, déjà d'une. Et de deux, je connais très bien la France. Et T'inquiète puis, pas. Valentin. en plus, Christophe ne se déplace qu'en avion. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Il se déplace qu'en avion, en jet privé, vas-y, pendant que tu y es. Ah bah bravo, l'empreinte carbone. Ah, on s'en fout, bah, alors, à un point. Bon, qu'est-ce qui se passe, ma Linda? Non, c'était sur ta question sur Emmanuel Macron. Oui. Moi, je le dis très clairement. Oui, il se cache. Je pense qu'il a oublié qu'il a été élu par le peuple pour le peuple, même à 22%. Personnellement, j'ai pas voté pour lui et Dieu merci. Donc, il a des comptes à rendre et la campagne, au regard de son mandat, je pense qu'il aurait pu prendre comme une opportunité cette campagne présidentielle pour justifier pas mal de ses actions, parce que Emmanuel Macron, c'est les gilets jaunes. Donc oui, là, on a un carburant à 2,11, mais ça fait 5 ans qu'une partie de la population galère à aller travailler parce que le prix de l'essence, le pouvoir d'achat, c'est une catastrophe. Donc il est temps quand même qu'ils viennent rendre des comptes. Et le seul moyen aujourd'hui que l'on a, nous, citoyens lambda, d'avoir ces justifications-là, c'est lors d'un débat démocratique. Donc, et si ça ne lui plaît pas à Emmanuel Macron ou à ses partisans, parce que j'entends tous les matins ses ministres faire campagne pour lui, si ça ne leur plaît pas, moi, je les invite à voter pour Mélenchon. Parce que Mélenchon veut une 6e Alors j'ai un République. problème avec Mélenchon, je vous le cache pas, Linda. J'ai un problème avec Mélenchon. Ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on est en contact avec son staff. Je vous le cache pas. C'est un problème. C'est un problème Oui. parce qu'il ne veut pas venir. Enfin, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous traîne d'interlocuteur en interlocuteur. Et à chaque fois, on joue le jeu. Et moi, j'ai décidé d'arrêter. Stop. Je mets fin aujourd'hui officiellement à inviter Mélenchon. Mais après, je l'entends, et Non, mais sans vouloir trouver. Ça commence à suffire, quoi, ce mépris de classe. Oui. Je veux dire, mes auditeurs ne valent pas moins que les auditeurs ou les téléspectateurs d'une autre chaîne, d'accord? Sincèrement, Voilà. je pense que c'est pas le cas, Christophe. Et chers amis auditeurs, voilà, tenez-les-vous pour dit. Voilà, Mélenchon ne nous prend pas au sérieux. Voilà, je vous le dis honnêtement.